Avant de commencer, de vous dire mon enthousiasme de revenir à Tahiti, un enthousiasme trop grand sans doute et un peu naïf qui m'a poussé à orienter le sujet de cette communication autour de la littérature tahitienne, alors que je ne suis pas dans cette assemblée la mieux placée pour l'évoquer. Ces travaux, pour ainsi dire, sont mes premiers pas dans une approche de ma recherche que je souhaiterais désormais moins calédocentrée, mais qui, j'en suis consciente, va me demander beaucoup de travail. Tout cela pour vous dire, chers collègues, toute la modestie qui est la mienne au regard de cette analyse du dernier ouvrage de Chantal Spitz, Carte postale, paru aux éditions Au Vent des Îles en 2015. Les littératures, cette communication donc, que j'intitule « Du sang sur la carte postale, esthétique littéraire de la violence », voilà, dans les nouvelles de Chantal Spitz, s'intéresse au dernier recueil paru. Les littératures donc, écrites du Pacifique sont nées à la fois dans et de la violence coloniale, de l'imposition de la langue de l'autre, de celle de l'écriture, plus généralement de l'imposition de la culture occidentale. Cette violence semble en quelque sorte avoir contaminé la production littéraire océanienne, tant il en est question qu'on lise les écrivains autochtones comme Dewey Gorodé, Pierre Gopp, Léopold Nachipan pour la Nouvelle-Calédonie ou Chantal Spitz. Pardon. Ah oui, mais j'ai peur de ne pas tenir mon temps, pardon, mais je vais tâcher de parler plus lentement, merci. Oui, merci. Voilà, où qu'on considère les écrivains d'origine européenne, Nicolas Kurtovitch, Vincent Vuibert, Claudine Jacques, pour citer les Calédoniens principalement. Mes points d'angélisme, les sociétés autochtones du Pacifique, si l'on met de côté, si somme toute on pouvait mettre de côté l'histoire coloniale, ce qui n'est pas possible à mon sens, ne sont pas dépourvues de rapports de force ni de brutalité. Toutefois, la littérature des années 2010 me semble désormais sortie des appels à la lutte de Sous les cendres des conques de Dewey Gorodé ou de la dénonciation des turpitudes politiques de l'île des rêves écrasés de Chantal Spitz. Elle s'attache davantage à présenter une violence sociale, la violence quotidienne à laquelle sont confrontés les petites gens qui composent la société. Je m'en réfère ici aux travaux de Bernard Rigaud. Petites gens qui font par ailleurs le cœur battant de mutisme, de Pina, de Titaouapéou, de Olé Oleti, de Léopold Nachipan et de Noëlla Poémat, de l'épave, de Dewey Gorodé et enfin de Carte postale. Cette communication souhaite interroger dans le recueil de nouvelles de Chantal Spitz la recherche d'une nouvelle ou d'une esthétique littéraire de la violence. Au-delà du thème, il s'agira de voir en quoi l'écriture de Chantal Spitz, constitue sans doute une esthétique littéraire parmi les plus originales du Pacifique francophone, et se donnant pour objet de rendre une violence plus crue, plus palpable, et par là de souiller ou d'entacher l'exotisme tenace de la carte postale, de déconstruire en quelque sorte le mythe de Tahiti. Afin de mieux organiser mon propos, je commencerai par distinguer l'esthétique assez rapidement, l'esthétique de la violence esthétique, puis je proposerai de voir en quoi l'écriture de Chantal Spitz constitue un art de la déconstruction, enfin l'élaboration d'un discours original de la violence. Cette communication souhaite donc interroger la nécessité d'une création de la création d'une esthétique de la violence plutôt que par la simple évocation de faits violents. Attention donc toutefois, l'élaboration d'une esthétique de la violence que nous soulevons par l'étude de Carte postale ne signifie pas que la violence représentée par Chantal Spitz dans ses nouvelles devienne un objet esthétique. L'auteur n'entend pas révéler une beauté de la violence qu'elle représente dans ses nouvelles. Au contraire, cette violence souhaite être dénoncée, révélée, ou en tout cas révélée pour être mieux dénoncée. Chantal Spitz affirme et rappelle à loisir que c'est bien la colère qui motive son écriture, et on peut voir à travers ses écrits, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, qu'elle se place dans une forme de constat, sans jugement,
morale, à tel point que la narration s'organise bien souvent du point de vue des personnages en présence. L'objectif de Chantal Spitz semble davantage vouloir dire la violence, car le silence en constituerait l'acceptation. Mais s'il s'agit pour elle de dire à travers l'art, de dire cette violence à travers l'art que constitue la littérature, il serait aussi plus juste de parler donc d'une esthétique littéraire de la violence. Chantal Spitz opère une recherche esthétique au sens d'un travail sur la langue, sur l'écriture, d'un travail sur le matériau même que constitue la littérature, cherchant à rendre la brutalité des situations par une violence opérée sur le texte et la langue par leur déconstruction. J'en réfère aux travaux notamment d'Audrey Ogès qui parle dans sa thèse sur les violences coloniales dans la littérature francophone postcoloniale d'une écriture de la transgression qui serait révélée depuis évidemment l'île des rêves écrasés. Il me semble néanmoins que Carte postale va plus avant encore et atteint une forme d'acmé, c'est difficile à dire, on attend évidemment la suite de cette transgression de et par l'écriture. Chantal Spitz semble donc fonder son écriture sur une déconstruction du texte dans la plupart des nouvelles du recueil et ajoute ainsi à la violence de ce qui est raconté et confère par là une originalité plus grande encore à cet ouvrage. Le refus des normes de l'organisation textuelle constitue en lui-même une violence pour le lecteur dont la lecture ne peut être que déroutée, en tout cas de prime abord. Une déconstruction déjà palpable dans le roman Elle, terre d'enfance, donc roman à 2 encres, publié en 2011. Mais dans une moindre mesure, puisque dans Elle, terre d'enfance, la ponctuation était réduite à l'utilisation du point suivi d'une majuscule. Dans Carte postale, il n'y a plus aucune ponctuation, plus aucune majuscule. L'entrée dans le texte se fait non seulement in medias res, au milieu donc des choses, mais également avec la sensation d'entrer au milieu de la phrase. Pour citer un tout petit exemple, la première nouvelle du recueil qui s'intitule Joséphine s'ouvre sur, je cite, « Un dernier coup d'œil dans le miroir. Joséphine se trouve moins belle ce soir, elle n'a pas le moral. » L'ultime regard placé ainsi en ouverture augure de la volonté de déconstruire, de bouleverser en tout cas la logique du récit. Et l'absence de ponctuation renvoie à un flot discursif, là je cite, qui est un flot discursif qui est décrit par Sylvie André et dans lequel le lecteur doit reconfigurer la logique de la phrase, du texte, du récit. Par ailleurs, Chantal Spitz poursuit dans ses cartes postales une écriture de la fragmentation qu'elle avait déjà amorcée dans les œuvres précédentes et dont je vais vous parler un tout petit peu plus avant. Cette fragmentation est donc une particularité de l'écriture de Chantal Spitz, mais pas seulement, c'est aussi une particularité des écritures contemporaines européennes. Là, je m'en remets aux travaux de Sophie Rabault, et qui est présente donc chez Chantal Spitz, mais pas seulement, chez Dewey Gorodé également. Toutefois, cette fragmentation, elle passe par l'introduction de discours de nature différente à l'intérieur du récit, notamment l'introduction de formes orales, on l'avait vu déjà dans L'île des rêves écrasés, ou plus urbaines et occidentales, comme on peut le voir plutôt entre autres chez Dewey Gorodé dans l'œuvre romanesque. On le voit aussi à travers des récits enchâssés. Là, je m'en réfère plutôt à l'œuvre de Tita Wapéou et notamment à Mutisme avec le récit de Rory qui est enchâssé. Dans Carte postale, les exemples de discours de nature différente intégrés au récit sont assez rares. On trouve un semblant de rapport de police dans la découverte macabre de la nouvelle intitulée Nadia, sinon des textos échangés par les personnages dans La beauté du soleil. Ces récits diffèrent par leur nature de ceux introduits dans les ouvrages précédents et confèrent à l'ouvrage une dimension beaucoup plus urbaine.
chez Chantal Spitz, on trouve encore une autre forme de fragmentation de la prose, recourant à une forme de rejet au sens poétique, qui consiste à renvoyer à la ligne un mot ou un groupe de mots. Ces rejets viennent dans l'écriture interrompre le flot narratif généré par l'absence de ponctuation. Je vous en donne un exemple pour vous montrer, je ne sais pas si c'est très lisible. Dans la nouvelle Ne pense pas, que vous pouvez voir derrière moi, on trouve le texte découpé ainsi. Donc je vais ménager une sorte de temps pour vous faire entendre le retour à la ligne. Ralph aime sentir le soleil quand il se couche dans les draps blancs changés tous les jours, débarrasser, laver, essuyer, ranger la vaisselle, récurer, essuyer l'évier pour un impeccable brillant, mettre du vinaigre blanc dans le seau d'eau pour les murs, le sol. 3 mesures toujours. Donc, outre ici l'accumulation d'infinitifs qui marque la déshumanisation et l'obligation des tâches ménagères, on voit que le rejet constitue une mise en relief des objets qui doivent faire l'objet du nettoyage. Insistance qui est également marquée par l'attente que génèrent les prépositions dans et pour en fin de ligne. Donc on va voir dans cette nouvelle une fragmentation croissante du texte et de la phrase qui prend alors une forme quasi poétique, tant la prose se trouve découpée, vous le voyez dans le deuxième exemple, rien qu'à vue d'œil. Pourtant, ici, on n'est pas dans l'insertion de textes poétiques comme on a pu l'être dans Terry, Mon fils premier-né, dans L'île des rêves écrasés, et on oscille entre une forme de fragmentation d'ordre poétique ou celle d'une réalité beaucoup plus brutale, beaucoup plus prosaïque, qui se rapproche finalement de la liste des tâches ménagères à exécuter, la liste des courses finalement et des tâches de la domesticité. Donc pour vous lire rapidement ce deuxième exemple, toujours extrait de Ne pense pas, c'est le jour des salles de bain, j'ai terminé la nôtre, blanche, aucune tache de couleur, comme notre chambre. Je me détends avant d'attaquer celle des enfants, blanche, aucune tache de couleur, comme leur chambre. J'aime la pause du midi, quand je m'assois à la table de la terrasse avec une salade et des fruits. Dans le silence, la musique me manque parfois. La prose est donc hachée, émiettée, comme égrenée, une prose faite de ruptures de plus en plus fortes dans les moments de tension ou dans les moments de violence. Toujours dans la même nouvelle qui est très symptomatique de la fragmentation, qui est sans doute sont les exemples les plus frappants du coup que j'ai sélectionnés. On trouve ce texte. Là, non seulement on a un rejet, mais on a aussi le recours à une forme d'alinéa qui décentre le texte vers la gauche, vers la droite, pardon. Il est déchaîné, il ne m'a jamais battu comme ça. Il va finir par me tuer, ici, dans cette cuisine champ de bataille. Ses yeux fous m'écharpent, je hurle de peur, de douleur, de rage, de désespoir. Je ne veux pas mourir. Le détachement des mots et la fragmentation de la phrase introduit une forme de silence dans le texte, plus importante encore que de saurait le rendre, la présence de la virgule dans l'énumération. Un silence, un vide, un blanc, celui de la page, comme un abîme pour exprimer l'indicible de la violence. Pour dire la violence, Chantal Spitz va elle-même opérer une forme de violence sur la langue française, œuvrant à la déconstruire pour en recomposer une plus personnelle, sans doute plus apte à rendre la violence des faits narrés. Là, pour vous donner une idée, je vais citer un court extrait de la nouvelle La beauté du soleil. Je cite. Anesthésie générale, aspiration, pâtée sanguinolente, curetage, légère, nausée au réveil. Tout s'est bien passé, elle n'a pas vomi. Le problème est évacué. Elle le veut, là, près d'elle immédiatement, violemment, sauvagement, compose un SMS pour tenter de l'attendrir, pour le forcer à la réconforter, la rejoindre de suite. L'accumulation ici des noms, des adverbes, l'absence ou l'éloignement du sujet dans les phrases sans ponctuation que Chantal Spitz joint ou disloque, la langue ici insiste sur la violence de l'intervention médicale que constitue l'avortement, mais aussi celle des sensations, des sentiments qui se bousculent au réveil du personnage de Naraï. La langue donc de Chantal Spitz dans Carte postale prolonge celle de Elle, Terre d'enfance, et la dépasse en même temps.
Elle rompt avec l'usage classique du français. Elle se joue, et là je cite encore évidemment Sylvie André, hein, elle se joue du canon littéraire occidental, n'hésitant pas à contourner les normes conventionnelles du langage par une désarticulation de la syntaxe, mais surtout, et paradoxalement, par un jeu entre l'accumulation et l'économie de mots. Ce bouleversement de la langue d'écriture qui atteint encore une fois, une sorte d'acmé dans Carte Postale, si tant est qu'il est possible d'interroger l'étape suivante de la transgression de l'écriture de Chantal Spitz, ne cherche pas pour autant à recréer, me semble-t-il, une sonorité particulièrement polynésienne qui semblerait alors un exotisme. Il s'agit ici davantage d'opérer une forme de violence sur le lecteur au moyen de la langue. En outre, voilà, toujours au sujet de la question de la langue polynésienne, on ne trouve pas ou peu de recours à la langue polynésienne dans ces nouvelles qui ont, somme toute, une dimension plus universelle, bien qu'ayant pour cadre la Polynésie française. Il me semble, mais encore une fois, c'est une hypothèse que je lance, que Chantal Spitz, dans Carte Postale, ne crée pas d'interlangue, comme elle a pu le faire dans les œuvres précédentes, mais qu'elle s'emploie davantage à tordre le français, à y intégrer, à de très rares occasions, d'autres langues. Alors on trouve toutefois la langue polynésienne dans la nouvelle, alors pardonnez-moi la prononciation de ce titre, pour le coup, qui est en Reo-Maui, je suppose, Inaite Raipoia. La langue polynésienne dans cette nouvelle remplace le français, mais dans sa continuité même, ainsi que le breton. Et les trois langues, le breton, le français et le Reo-Maui, à l'image des personnages de la nouvelle, s'enlacent, se défont, semblent se chercher pour dire, encore une fois, la violence, mais cette fois-ci plutôt la rencontre et l'amour. On trouve encore cette esthétique de la violence chez Chantal Spitz réside également et fortement dans l'art de la chute, qui est somme toute indispensable au genre que constitue la nouvelle, mais qu'elle révèle tout au long du recueil. Nombre de ces nouvelles se construisent sur une gradation de la violence qui finit par atteindre un point culminant dans une chute d'une extrême violence, le plus souvent exprimée de façon lapidaire. L'économie de mots, toujours conjuguée à la fragmentation de la phrase, précipite le lecteur à chaque nouvelle dans un gouffre toujours plus effroyable. J'en viens à ma dernière partie, la question du discours de la violence. La question de la violence verbale s'impose, évidemment, dès lors qu'on évoque la représentation de la violence en littérature. Toutefois, je ne vais pas m'étendre ici sur le recours à un langage cru dans ce recueil. Là encore, Audrey Ogès l'évoque parfaitement dans sa thèse, même si elle ne traite pas Carte Postale. Non pas que Carte Postale fasse l'économie du langage cru ou de la violence verbale, mais celle-ci est bien présente sans être prépondérante. Je propose plutôt d'analyser quelques-uns des moyens par lesquels Chantal Spitz caractérise ou renforce la violence écrite, et notamment par un art de la polyphonie. Chantal Spitz donne donc à ses cartes postales une dimension polyphonique qui ajoute à la confusion des destins et de la violence, et notamment dans la nouvelle intitulée Nadia, qui repose sur une polyphonie énonciative dans la construction de la narration, en faisant alterner niveau extradiégétique dans l'incipit de la nouvelle qui décrit l'atmosphère putride et annonce la découverte de cadavres, et un niveau intradiégétique qui permet la présentation des personnages. À cette polyphonie énonciative s'ajoute une autre polyphonie, je dirais narrative, avec une succession de 3 narrateurs homodiégétiques qui, prenant la parole tour à tour, à la première personne du singulier, se confondent. En effet, dans les changements de focalisation, on passe d'un personnage à l'autre sans que cela ne fasse l'objet d'aucune coupure, d'aucun chapitrage, d'aucun paragraphe. Ces personnages sont à distinguer, ou plutôt à décoder par le lecteur dans le changement de perspective qui apparaît dans leur rapport à l'autre, dans leur rapport notamment à la sexualité. La confusion narrative ainsi générée par la polyphonie renforce l'idée d'une coexistence symbolique des personnages au-delà des relations décrites par la fiction, de la difficulté des relations des 3 individualités en présence.
Ainsi perturbé, le schéma narratif semble dès lors s'imposer comme une traduction des angoisses des personnages en présence. Les images comptent également parmi les formes du discours de la violence les plus prégnantes dans le carte postale. Là encore, je ne fais pas une analyse exhaustive. Et voilà. Le recours tant à la comparaison qu'à la métaphore dans carte postale permet à Chantal Spitz de bâtir une langue poétique appuyée sur un réseau d'images fortes et révélatrices du chaos dans lequel sont plongés les personnages. Ok. Je vais aller très vite. Je vous donne simplement pour exemple, dans Mon âme, cette vadrouilleuse, je cite « Ma grand-mère et mon oncle sont assis sur l'escalier, sans parler. Ils sont lourds, écrasés, comme si les calamités du ciel ont plu sur leur corps recroquevillé. Dans leurs yeux muets, le malheur qui chasse la lumière bleue de la vie. Dans leur âme vide, le silence qui grisaille les voies claires du monde. » Les images ici, doublées d'un jeu de sonorité, renforcent l'idée de dévastation des personnages. On trouve encore dans une autre nouvelle, La beauté du soleil, pour décrire la passion qui étreint Naraï et Moana. Je cite le texte encore. « Elle est trop jeune pour les orages de ses yeux, les présences, les blessures, les absences, les fissures. Moana la veut comme un feu auquel se brûler et enfin sentir son corps vif. Il la veut comme un rivage auquel accoster et enfin sentir sa peine étale. » Là encore, un jeu de comparaison et de métaphore qui s'entrelacent pour donner à cette passion la force et l'imprévisibilité des éléments auxquels ils font référence. À noter également l'ironie du titre même carte postale qui contamine le texte et qui est ici, à n'en pas douter, dans l'image du feu, topos de la passion, puis dans la comparaison et la métaphore maritime qui renvoie au fantasme exotique et insulaire de cet adultère. Très rapidement, les accumulations et les répétitions sont les autres figures importantes du discours de la violence, courantes chez les écrivains francophones, mais ici dans un usage particulier, dans la mesure où celles-ci servent le plus souvent l'expression de l'exacerbation de la souffrance, qu'elle soit physique ou morale. Je fais très vite, pardon. Ok. Oui, mais alors il faut que je conclue. Simplement pour vous dire que les répétitions, notamment dans la nouvelle Ne pense pas, traduisent les pensées de la narratrice qui vient de subir les coups de son mari, mais qui tente de dépasser la douleur et le choc. Et la répétition dans le discours direct a une valeur performative à l'intérieur même du discours du personnage. La répétition Ne pense pas revient en plusieurs séries. Autre exemple de répétition dans ces nouvelles qui vont avoir une dimension perlocutoire, c'est-à-dire agir au contraire sur la psychologie du récepteur et agissant donc sur le lecteur. Et là, je vous lis l'exemple de Joséphine qui donc tente d'immerger le lecteur dans l'univers sordide de la prostitution. Je cite « Attendre la voiture qui s'arrête, les tarifs qu'on annonce, les haleines saumâtres des corps aigres, les paumés aux odeurs de rance qui pleurnichent, les puceaux aux odeurs de peur qui hésitent, les maris aux odeurs d'ennui qui gênent. » Donc les exemples sont nombreux dans ce jeu d'accumulation. Je ne vais pas rentrer évidemment dans les détails. On pourrait parler d'autres figures de polyptote, de parallélisme, de gradation encore. Et qui constituent en fait autant d'insistance sur la violence et de caractéristiques cherchant toujours à produire plus d'effets sur le lecteur. En conclusion, pardon. Oui. Oh, pardon. Deux mots. Donc, Carte postale, à ce jour, à mon sens, constitue une des œuvres les plus originales du traitement de la violence, par la violence du texte qu'elle opère et la recherche donc esthétique qui est au service de l'hypotypose. Le récit devient d'autant plus frappant, plus percutant, qu'il ne se contente pas de raconter des faits violents, qu'il ne se contente pas de raconter les coups, les viols, les turpitudes. La violence est donc constitutive du récit, de l'écriture du texte même, qu'il tord jusqu'à la rupture. Et il irrigue le texte, nourrissant, exacerbant la brutalité du récit, jusqu'à
provoquer, jusqu'à faire ressentir au lecteur un profond dégoût. Donc les cartes postales de Chantal Spitz, pour finir, nous envoient des nouvelles bien noires de Polynésie, particulièrement quand on est en Calédonie. Donc la photo, évidemment, de la plage est maculée de sang et la vaïnée a disparu sous les bouffissures. Reste à savoir ce qu'est réellement la société polynésienne en sortie du stéréotype et de la fiction. Et je vous remercie, je suis confuse pour ce dépassement.